Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer aujourd'hui une série de 4 cours. Et ces cours se situent vraiment dans la suite de ceux que j'ai pu faire l'an dernier, auxquels certains d'entre vous ont participé. L'an dernier était consacré à la notion de gène maître du développement normal et de regarder comment, dans des cancers, et en particulier dans des leucémies, les anomalies de ces gènes maîtres étaient responsables du développement du processus cancéreux. Et cette année, j'ai choisi de traiter avec vous le sujet de la thérapeutique par différenciation, c'est-à-dire de voir comment, au fond, on peut intervenir sur ces programmes génétiques, comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir pour induire de la différenciation et de voir si, au fond, est-ce que cette différenciation a des effets bénéfiques à court terme, à long terme, et de traiter également avec vous le problème complexe et un petit peu controversé dans les dernières années de lien entre différenciation et auto-renouvellement, et de savoir au fond quelle est la contribution exacte de chacun à la réponse thérapeutique dans certains types de traitements. L'autre thématique qu'on abordera peut-être aujourd'hui en fin de cours, c'est aussi une analyse des cellules souches embryonnaires, parce que des travaux récents, publiés dans les 3 dernières années dans Cell en particulier, ont pu montrer l'existence de fenêtres spécifiques pour l'induction de la différenciation, et ont pu montrer, là encore, l'existence au niveau moléculaire d'un découplage entre les signaux de différenciation et les signaux de perte de pluripotence. Donc voilà le cadre général. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer par quelques rappels sur la différenciation, en particulier dans le système hématopoïétique, parler également des liens entre cycles cellulaires, entre prolifération et différenciation. Et puis, si le temps le permet, on terminera sur ces données récentes, nouvelles, sur les cellules de carcinome embryonnaire. Donc, le modèle de choix, historiquement, pour l'étude de la différenciation, c'est le système hématopoïétique. Système hématopoïétique dans lequel on sait qu'à partir d'une cellule progéniteur qui serait située encore là au-dessus, on va pouvoir définir toutes sortes d'intermédiaires donc entre ce progéniteur, cette cellule souche hématopoïétique, qui est une cellule extraordinairement puissante, puisque une seule cellule souche hématopoïétique va pouvoir restaurer pendant toute la vie d'un animal le système hématopoïétique, et puis des stades de différenciation qui ont été définis, on verra comment, et puis les formes terminalement différenciées, les formes circulantes, celles qu'on trouve dans le sang, avec des cellules aussi différentes que les lymphocytes qui vont là aussi être divisés en toute une série de sous-catégories, les érythrocytes qui vont assurer le transport de l'oxygène, les globules rouges, les plaquettes qui vont assurer la coagulation, et puis des cellules ayant un rôle dans le contrôle de l'infection, comme les neutrophiles, les monocytes. Et donc, on sait que toutes ces cellules dérivent à l'origine de cette cellule souche hématopoïétique et qu'il existe donc un gradient extrêmement bien défini dans ces 40 dernières années. On a pu définir les différents stades, et on a pu définir les différents stades pas seulement sur des aspects de morphologie, comme il vous est représenté ici, mais aussi en grande partie sur des aspects antigéniques, parce qu'on a pu définir des protéines de surface qui sont spécifiques de chacun de ces stades évolutifs. Et par ailleurs, ces cellules ayant la propriété d'être liquides, de ne pas être adhérentes, elles peuvent être prélevées assez facilement, elles peuvent être triées assez facilement, et donc on a pu mener toutes sortes d'études sur elles. Une de ces études, c'est la capacité à proliférer, leur capacité d'être clonogéniques, et on a pu définir donc pour un certain nombre de ces cellules leur capacité dans des cultures, dans des milieux semi-solides, comme par exemple de la méthylcellulose, à ce qu'une cellule soit capable d'en produire en quelques semaines, en quelques jours, suivant l'environnement de facteurs de croissance, 10 000 cellules, ce qui est le contenu typique d'une de ces colonies. Et bien entendu, ce qu'on a pu voir, c'est que cette capacité
à produire des clones, cette capacité clonogénique va être caractéristique des cellules qui sont situées en haut de cette cascade de différenciation, les cellules ayant une différenciation terminale, elles étant incapables de proliférer ou d'exercer des pouvoirs clonogéniques. Alors, assez rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait également des liens importants avec la chromatine. Et très schématiquement, vous voyez ici, à l'intérieur de ces noyaux, l'hétérochromatine qui représente cette chromatine dense, ces gènes qui sont inaccessibles, qui ne seront pas utilisés par la cellule à ce stade de différenciation. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans un progéniteur ou dans une cellule souche comme celle-ci, au fond, la chromatine est très largement ouverte, il y a très peu de zones denses. Ici, c'est le nucléole qu'on voit. Et au fur et à mesure qu'on descend dans la cascade de différenciation, et ça, ce sont des polynucléaires neutrophiles, donc des cellules en différenciation terminale, des cellules qui ne vont vivre que quelques heures. Et dans ces cellules qui ne vont vivre que quelques heures, eh bien, le répertoire des gènes accessibles à l'intérieur de ces noyaux polylobés est extrêmement réduit, ce qui traduit le fait que ces cellules n'ont pas besoin de beaucoup de transcription, puisque de toutes les manières, elles vont mourir très, très rapidement après. Alors, ce que ces études ont pu montrer, donc, encore une fois, c'est l'existence de deux gradients inverses. Un gradient de différenciation vers les formes terminales de différenciation, un autorenouvellement, l'autorenouvellement étant cette propriété des cellules souches qui vont pouvoir, de manière peu fréquente pour celles qui sont situées tout à fait au sommet de la hiérarchie, se diviser en deux cellules identiques qui vont chacune avoir gardé la capacité d'engendrer toutes les autres. Et puis dans le stade intermédiaire ici, dans ce qu'on appelle ces progéniteurs qui ont déjà pris des décisions quant au linéage qu'ils vont pouvoir produire, on va avoir une prolifération massive. Cette prolifération massive va ensuite rapidement s'arrêter. Alors comme nous l'avons vu l'an dernier, l'ensemble de ces processus de différenciation fait appel en grande partie à des facteurs de transcription. Et ces facteurs de transcription vont vraiment être ces gènes maîtres dont on a parlé l'an dernier, gènes maîtres qui vont donner donc la capacité de partir vers une branche ou vers une autre et d'arriver à la fin vers des cellules ayant des fonctions hautement spécialisées, mais incapables ni de proliférer ni de revenir en arrière dans cette cascade. Et d'une diapo que j'ai déjà montrée l'an dernier, on sait maintenant que dans ce modèle, comme dans la plupart des modèles de différenciation, ce sont des facteurs de transcription qui sont impliqués, avec typiquement chez les progéniteurs qui ont donc gardé toutes les possibilités de différenciation, chez lesquels la chromatine est entièrement ouverte, des équilibres dynamiques entre deux facteurs antagonistes représentés ici par A et D, chacun ayant la capacité d'orienter vers un choix de différenciation, mais au départ, dans les progéniteurs, dans les cellules souches, ces facteurs A et ces facteurs D vont s'inhiber l'un l'autre, et en s'inhibant l'un l'autre, ils vont permettre le maintien de la pluripotence, donc la capacité de prendre toutes les décisions. Et typiquement, ces facteurs A et D vont s'antagoniser, se bloquer l'un l'autre, et par ailleurs, ils vont avoir la capacité également, en particulier en cas de déséquilibre transitoire de l'expression de l'un ou de l'autre, de s'auto-induire. Et puis, de manière probablement stochastique ou influencée par des facteurs extérieurs, l'un des deux, soit A ou D, va prendre le dessus. Et quand l'un commence à prendre le dessus, eh bien, A, par exemple, va écraser D et A va s'auto-induire, ce qui fait que A va devenir nettement plus important quantitativement que D. Et à ce moment-là, la cascade va s'initier. A va induire B. Et assez souvent, A et B vont former un complexe, et ce complexe AB va pouvoir induire une protéine C, par exemple. L'ensemble de ceci s'accompagnant de l'acquisition des nouveaux caractères propres à la différenciation, mais aussi de l'extinction de la possibilité de partir sur l'autre branche, et inversement, de manière tout à fait symétrique. Si c'est D qui devient majoritaire à un moment donné, eh bien D va s'auto-induire, va écraser A, va induire une protéine E, et le complexe D et E va induire F, qui va permettre de devenir vers un autre type cellulaire. Donc ça, c'est un modèle tout à fait général du développement et de la différenciation, et qui a pu être décliné
sur de très nombreux thèmes dans le système hématopoïétique qui est maintenant extrêmement bien connu. Et ces études, je dois dire, ont été faites à la fois par des études initialement de surexpression, par exemple dans des cellules pluripotentes, dans des cellules souches, et puis plus tard de manière génétique par inactivation. Et en combinant surexpression et inactivation, on a pu définir un certain nombre de facteurs qui appartiennent à la classe des cellules souches, qui vont donc permettre cet auto-renouvellement et cette maintenance des cellules souches dans leur état quiescent en particulier. Et puis on va commencer à créer tous les différents progéniteurs. Et là, on a pu bien caractériser toute une série de facteurs de transcription qui vont être indispensables pour passer d'un progéniteur ayant déjà défini un linéage au gène différenciés de manière terminale. Et donc, vous voyez qu'on a toute une série de protéines, certaines d'entre elles vont être rementionnées plus tard, qui sont absolument indispensables dans cette cascade. Si la protéine est absente, la cascade s'arrête et donc on va avoir accumulation des progéniteurs et absence complète des cellules différenciées en aval. Et on va voir quelques exemples de ça. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que cette distinction un peu sommaire, un peu schématique, est en fait, correspond à des réalités plus complexes. Si vous prenez certains facteurs comme ici GFI1, GFI1 va être à la fois indispensable à la différenciation en neutrophile, mais il est également indispensable à l'autorenouvellement des cellules souches. Il en va de même pour CEBP-alpha. CEBP-alpha est absolument indispensable à la différenciation en neutrophile, mais il joue également un rôle important dans la capacité de quiescence des cellules souches, comme nous l'avons vu l'an dernier. Alors, au niveau mécanistique, on distingue, encore une fois de manière assez schématique, deux types de protéines, ce qu'on appelle des facteurs pionniers. Et un de ces facteurs pionniers bien étudiés, dont on va reparler, est la protéine CEBP-alpha. On en a également parlé dans le cours de l'an dernier. Et ce terme de facteur pionnier traduit le fait que CEBP-alpha est capable de s'accrocher à de la chromatine fermée, donc des gènes qui sont normalement tout à fait inaccessibles. Et en recrutant un certain nombre de complexes, en particulier le complexe SWI/SNF qui est capable de déplacer des nucléosomes, il va être capable de changer cette chromatine inaccessible et fermée en une chromatine ouverte dans laquelle d'autres facteurs de transcription vont maintenant pouvoir accéder. Et cette propriété a été utilisée, par exemple, dans la capacité de reprogrammation cellulaire, dont on reparlerons un peu plus tard, cette reprogrammation cellulaire dans laquelle on va pouvoir utiliser des cellules totalement différenciées comme des fibroblastes, et par l'action d'un certain nombre de facteurs de transcription, on va arriver à effacer toutes ces marques chromatiniennes pour arriver à retrouver l'état de cellules souches pluripotentes et donc de générer à partir d'une cellule différenciée des tas d'autres types cellulaires. Et puis, juste pour mémoire, pour ceux d'entre vous qui étaient là l'an dernier, vous vous rappelez probablement aussi que pour la formation de certains types de leucémies, comme les leucémies liées à un réarrangement des gènes MLL, la présence de CEBP-alpha est indispensable au début parce qu'il faut pouvoir atteindre un certain stade de différenciation qui va être permissif pour la transformation. Mais une fois que ce stade de différenciation a été atteint, une fois que l'oncogène finalement a fait son travail, qu'on a immortalisé la cellule, eh bien, la présence de CEBP-alpha n'est plus nécessaire. On peut exciser CEBP-alpha de la leucémie, elle continuera à pousser, alors que si on excise CEBP-alpha d'une cellule souche avant de la transformer par l'oncogène, eh bien, on n'aura pas de leucémie. Alors, une illustration de ce que traduit ces phénomènes de blocage que je vous mentionnais, pour CEBP-alpha toujours, si on prend une souris dans laquelle le gène CEBP-alpha a été fluxé, tant que le gène est présent, on va avoir une moelle qui va être riche, variée. Vous voyez que dans une moelle, c'est comme dans une société, il faut qu'il y ait de tout type cellulaire différent. Là aussi, vous avez toutes sortes de cellules différentes, des érythroplastes, des lymphocytes, des granuleux. Mais si maintenant, par l'action de la creux recombinase, on a permis l'excision spécifique de cet allèle de CEBP-alpha, donc si on enlève l'expression du gène, eh bien, on a maintenant
accumulation de progéniteurs, multiplication de ces progéniteurs, et puis absence de tous les événements d'aval, en particulier disparition complète des granuleux, traduisant le fait qu'on a, du fait de l'excision de CEBP-alpha, bloqué complètement les capacités de différenciation en cellules situées en aval comme les granules. Alors, nous avions souligné dans le cours de l'année précédente que ces gènes maîtres, en particulier CEBP-alpha dont je viens de vous parler, sont intimement liés au cancer, intimement liés au développement des leucémies. Et dans le cas de CEBP-alpha, on connaît en particulier des mutations extrêmement fréquentes, des délétions également, qui vont permettre le développement des leucémies, qui vont également permettre leur classification. Et en fait, un certain nombre de ces gènes maîtres de l'hématopoïèse n'ont pas été découverts comme gènes maîtres de l'hématopoïèse. À l'origine, ils ont été découverts comme gènes associés aux leucémies, gènes associés à des translocations, en particulier présentes dans les leucémies. On s'est secondairement aperçu que ces gènes responsables du développement du cancer étaient également des gènes indispensables dans la transformation cellulaire. Et donc ceci montre au fond, et ce sera un des thèmes récurrents dans le cours de cette année, qu'il existe une parenté finalement extrêmement étroite entre les voies normales de la différenciation et les voies de la cancérisation. Et on verra que dans certains cas, ces voies de la cancérisation représentent le blocage des voies normales de différenciation, même si dans beaucoup de cas, la situation est en fait sensiblement plus compliquée. Alors, à titre d'illustration, pour CEBP-alpha, eh bien, on connaît donc des mutations qui peuvent être monoalléliques ou bialléliques, donc qui vont toucher un allèle ou deux allèles, dans environ 10% des leucémies aiguës myéloïdes. Elles sont en général associées au type morphologique M2. Et de manière assez remarquable, ces mutations sont hautement regroupées. Elles sont hautement regroupées parce qu'en fait, cette protéine, CEBP-alpha, est le produit d'un ARN messager qui ne comprend qu'un seul exon et deux sites d'initiation de la traduction qui vont donc conduire à deux protéines, une protéine qui s'appelle P42 et une autre qui s'appelle P30. Et en fait, toutes les mutations dans cette maladie, en particulier dans la forme monoallélique, vont être situées entre ces deux codons d'initiation de la traduction et donc vont conduire à l'expression unique de la protéine P30 au détriment de la protéine P42. Et ceci va donc conduire à la surexpression de cette protéine qui habituellement n'est produite qu'à des taux extrêmement faibles et qui, chez l'animal, a des propriétés directes oncogéniques. Alors un autre gène maître de la différenciation extrêmement étudié, c'est une protéine qui s'appelle RUNX1, qui agit en hétérodimère avec un partenaire qui s'appelle CBF-bêta, qui est un complexe transcriptionnel qui est capable soit d'activation de la transcription, soit de répression de la transcription en fonction des partenaires qui lui sont liés. Et vous voyez que ces partenaires sont extrêmement nombreux, extrêmement variés. On ne connaît pas encore très bien la différence entre les signaux qui vont assurer le recrutement de l'un ou de l'autre de ces types de partenaires. Et donc, l'activation et la répression, ça dépend probablement du contexte du promoteur. Mais ce gène qui a été découvert initialement dans les années 80, au début des années 80, oui, par sa capacité d'être impliqué dans des translocations dans des leucémies, en fait, est là aussi un exemple de gène maître de l'hématopoïèse. Et ceci vous montre donc des embryons de souris ayant perdu un gène et qui sont relativement normaux à ce stade de développement. Et si on a éliminé les deux gènes RUNX1, eh bien, on voit apparaître ces images d'hématomes dans le cerveau qui sont absolument typiques d'une hématopoïèse défaillante. Et donc, ces embryons meurent, en fait, ils meurent très tôt parce qu'ils sont incapables de fabriquer des cellules sanguines. Et ces cellules sanguines, évidemment, sont nécessaires pour apporter l'oxygénation aux différents tissus. Et donc, ces animaux vont mourir in utero directement.
Alors, ça a été d'ailleurs, vous voyez, des expériences qui ont été publiées il y a déjà une vingtaine d'années, qui représentaient vraiment des expériences de pionniers dans la manipulation du génome de la souris. Et une belle confirmation de ces expériences a été l'inactivation du partenaire, donc partenaire CBF-bêta, qui ne se lie pas directement à l'ADN, mais qui est indispensable à l'activation transcriptionnelle de ce complexe. Et de manière tout à fait remarquable, la délétion donc, du partenaire de RUNX1 a exactement le même phénotype, exactement au même stade de développement que la délection de RUNX1, montrant, encore une fois, que c'est ce complexe dans la vraie vie, dans la vraie cellule, qui est responsable du démarrage de l'hématopoïèse fétale. Alors, de manière là aussi tout à fait remarquable, cette protéine RUNX1 RUNX1 et également ses partenaires, mais on en parlera moins, est impliqué dans toutes sortes de maladies de l'hématopoïèse, toutes sortes de leucémies. Vous voyez une liste ici relativement exhaustive, avec des anomalies diverses, des translocations chromosomiques conduisant à des fusions de gènes, avec des partenaires variés, vous voyez EIV1, ETOR, TEL, mais aussi des mutations, là aussi mutations monoalléliques ou polyalléliques ou bialléliques, comme dans le cas de CBP-alpha. Donc c'est un gène qui est particulièrement chaud, c'est un gène qui est particulièrement important, et dès qu'on commence à toucher un petit peu à sa fonction, eh bien, on va avoir des développements de pathologies prolifératives du sang et donc de leucémie. Alors, là aussi, une expérience historique tout à fait remarquable, c'est que si on réalise une transgénèse d'une de ces formes de fusion, donc de la fusion RUNX1-ETO, eh bien, chez la souris, comme vous pouvez le voir, on a exactement la même image, la même morphologie que la perte du gène, alors que le gène RUNX1 est toujours présent. Et ceci, évidemment, traduit l'existence d'un phénomène de mutant dominant négatif, c'est-à-dire que ce produit de fusion, RUNX1-ETO, va prendre la place de la protéine normale sur l'ADN et bloquer sa fonction. Et effectivement, ceci explique pourquoi la transduction de cette protéine de fusion va conduire exactement au même phénotype. Enfin, pas tout à fait exactement, en fait, hein, puisque les souris meurent un jour plus tard, et donc ceci a été largement ensuite disséqué pour comprendre qu'en plus de l'effet dominant négatif, il y a un petit gain de fonction, et qu'en fait ce petit gain de fonction est important dans le mécanisme de transformation cellulaire. Alors, pour finir cette description de ces notions de réseau génique, qui est bien sûr extrêmement importante dans le cours de cette année, on connaît un certain nombre de communications entre ces différentes protéines maîtresses, et en particulier, il a été montré de manière très claire que le gène RUNX1, qui s'appelle également AML1, est situé en amont de CEBP-alpha. Et donc, un des effets, et peut-être même l'effet le plus important de cette protéine de fusion AML1-ETO, RUNX1-ETO, c'est de bloquer l'expression de CBP-alpha. Comme vous pouvez le voir ici, dans un système où on peut manipuler la présence d'existence de AML1-ETO, qui est le produit de cette translocation 821, eh bien, dès que cette protéine est présente, vous voyez que CBP-alpha disparaît, et comme je vous l'ai montré précédemment, l'expression de CBP-alpha est indispensable à la différenciation terminale dans les cellules sanguines, et donc tout laissait à penser qu'au fond, AML-ETO allait bloquer la différenciation en bloquant l'expression de ce gène CBP-alpha. Alors comment montrer que c'était le cas? Eh bien, par des artifices de génétique, on a pu construire des lignées cellulaires dans lesquelles on va pouvoir exprimer à volonté ce gène CBP-alpha par des différentes astuces qui font appel à
l'expression peu importe, par d'autres produits chimiques. Et ce que l'on voit, c'est qu'en forçant dans ces cellules leucémiques dont la différenciation est bloquée du fait de l'existence de cette protéine de fusion AML1 et tout, en forçant l'expression de CBP-alpha, on va induire la différenciation terminale et on va arrêter l'arrêt de cycle, démontrant donc que non seulement CEBP-alpha est une cible importante en aval de ce facteur AML1 et tau, mais que c'est une cible essentielle puisque sa surexpression va être capable de restaurer le phénotype de différenciation. Et donc ça fournit un bel exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de synthèse, dans lequel on cherche à faire des circuits informatiques finalement, on cherche à faire des réseaux, on cherche à comprendre comment est-ce que certaines protéines vont pouvoir en contrôler d'autres. Vous voyez RUNX1 ici, ça c'est une diapositive que j'avais montrée l'an dernier. RUNX1, vous voyez, est situé au centre de tout un réseau, CEBP-alpha est en dessous, et donc on cherche à comprendre par une approche de reconstitution de ces différents systèmes comment est-ce que certains gènes vont pouvoir contrôler d'autres et d'essayer ensuite de faire des prédictions dans des modèles de développement ou dans des modèles de cancer de ce qui est nécessaire pour restituer la différenciation terminale. Alors, donc ça, c'était un rappel sur cette notion de gène maître et sur ce qu'est cette différenciation. Et donc, j'ai beaucoup insisté dans cette présentation synthétique sur le fait qu'on a une polarité, qu'on a une hiérarchie, que tout à fait au sommet, on a la cellule souche hématopoïétique qui est capable de s'auto-renouveler et de donner toutes les autres, et puis qu'ensuite on a un certain nombre d'étapes de différenciation, chacune polarisée et chacune irréversible. Alors en fait, la réalité, la biologie est toujours plus complexe qu'on ne cherche à la modéliser, et en fait, cette différenciation n'est pas aussi univoque et polarisée qu'on veut bien le dire. Et il existe en particulier, dans un certain nombre de circonstances qu'on va décrire, des phénomènes de dédifférenciation. Cette dédifférenciation, en particulier, a été utilisée et est impliquée dans des processus de régénérescence cellulaire. Quand un tissu, par exemple, a été lésé, quand il a été détruit, eh bien, on va pouvoir, dans certains cas, le reconstituer. Et cette opération de reconstitution, dans beaucoup de cas, fait appel à des mécanismes de dédifférenciation. Et puis, on a également des phénomènes de transdifférenciation qui peuvent être spontanés ou induites. Et en particulier, on verra des illustrations de transdifférenciation qui peuvent être induites par la surexpression forcée d'un facteur de transcription et qui vont permettre donc de transformer une cellule en une autre par l'action d'un facteur de transcription. Et à l'extrême, on a bien sûr la reprogrammation cellulaire avec les célèbres facteurs de Yakatama, dans lesquels on va pouvoir, avec une combinaison de facteurs de transcription, transformer un fibroblaste, par exemple, en une cellule souche pluripotente. Et à partir de cette cellule souche pluripotente, on va pouvoir fabriquer n'importe quel type de cellule par une différenciation forcée. Et donc, ces facteurs, bon, ici il y en a 4, il y en a d'autres, on peut le faire également la même chose avec d'autres, vont permettre d'effacer, au fond, toutes les marques de différenciation, d'effacer les marques épigénétiques pour revenir à une cellule souche pluripotente qui est capable de se différencier dans tous les différents types cellulaires. Alors, vous voyez que le cocktail, on peut faire ça également en partant d'une cellule souche déjà en partie ayant fait une sélection de choix de linéage, comme une cellule souche neurale. Et avec cette cellule souche neurale, de manière assez logique, il suffit d'un seul facteur, DOCT4, pour remonter au niveau de cellules souches pluripotentes. Et puis, on connaît des systèmes, y compris in vivo, dans lesquels on va pouvoir avoir de la transdifférenciation. Et par exemple, dans le pancréas, on va pouvoir passer d'une cellule exocrine du pancréas, d'une cellule donc, qui fabrique les enzymes de la digestion, en une cellule bêta, les cellules endocrines qui vont fabriquer de l'insuline, ce qui est évidemment une recherche fortement poussée pour comprendre, pour essayer d'avoir des thérapeutiques du diabète. Et là encore, c'est un cocktail de facteurs de transcription qui va permettre de passer de l'une à l'autre. Et puis,
Dernière situation, c'est la régénérescence en particulier. Et dans le cœur, avec les cardiomyocytes, on sait qu'il peut y avoir une régénérescence des cardiomyocytes qui fait appel à une dédifférenciation transitoire. Cette dédifférenciation transitoire va permettre la polarisation, c'est ce qui vous est également représenté ici. Donc si on a un défaut de muscle, une destruction du muscle, par exemple dans un infarctus, eh bien, dans une certaine mesure, il va y avoir une réponse physiologique dans laquelle on va avoir dédifférenciation, prolifération, activation du cycle cellulaire dans ces cellules dédifférenciées, et puis redifférenciation pour reformer du muscle. Et dans tous ces phénomènes dans lesquels le contrôle du cycle est impliqué, on a un rôle important de la protéine du rétinoblastome, dont on a déjà parlé dans certains des cours précédents. Alors, un exemple classique de transdifférenciation dans un contexte physiologique, eh bien, c'est la régénérescence du cristallin chez le triton. Et donc, chez le triton, on peut faire une excision chirurgicale du cristallin dans l'œil, et il va y avoir une régénérescence spontanée, contrairement à l'homme. Et cette régénérescence, en fait, part d'un autre type cellulaire, qui est l'épithélium pigmentaire. Et cette séquence d'événements génétiques, encore une fois, dans de la différenciation normale, a été très bien analysée. Et on sait que ces cellules pigmentaires vont subir un processus de dédifférenciation. Les cellules dédifférenciées et les progéniteurs vont pouvoir ensuite activement proliférer, et il va y avoir ensuite induction d'une redifférenciation maintenant vers les cellules du cristallin, avec en fait l'activation des facteurs de transcription et des voies et des facteurs de croissance qui sont impliqués dans la prolifération, dans la différenciation normale de ce tissu, en particulier le gène PAX6, on va y revenir. Alors, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui doit tout de suite sauter aux yeux de certains d'entre vous, c'est que ce processus de dédifférenciation depuis l'épithélium pigmentaire va faire appel à un certain nombre de gènes bien connus dans le cancer, en particulier la protéine du rétinoblastome, la protéine P53, la protéine RAS, des régulateurs épigénétiques, montrant qu'en fait ce processus physiologique de dédifférenciation dans un but de régénérescence fait appel à l'activation de gènes qui sont bien connus pour contrôler la transformation cancéreuse lorsqu'ils sont mutés, soulignant déjà le rôle, la parenté des mécanismes de régénérescence normale et de transformation cellulaire. Donc ça, c'est important. Et ceci peut expliquer, au fond, on y reviendra peut-être dans un cours prochain, que l'altération de certains de ces gènes, au fond, dans un contexte non plus de régénérescence, mais un contexte de transformation cellulaire, que la modification de certains de ces gènes dans des cellules normales va être capable d'induire un processus de dédifférenciation, et que ce processus de dédifférenciation, accompagné de la prolifération qui, en général, lui fait suite, va être une des premières étapes de la transformation cancéreuse. Alors, là, je vous ai parlé de transdifférenciation dans un contexte normal, dans un contexte de régénérescence physiologique après la perte d'un tissu, la perte d'un organe. Des expériences beaucoup plus artificielles ont été réalisées il y a déjà maintenant plus de 30 ans, dans lesquelles on prend des cellules non différenciées, comme typiquement des fibroblastes primaires, et dans ces fibroblastes primaires, on va induire de manière absolument massive et non physiologique en termes de quantité, des facteurs de transcription maîtres, et l'expression massive de certains de ces facteurs de transcription maîtres va être capable de transformer une cellule fibroblastique, par exemple, en une cellule musculaire. Avec les fameux 4 gènes de Yamanaka, on va pouvoir obtenir une cellule souche pluripotente, et puis avec des cocktails plus compliqués, on va pouvoir, à partir d'un fibroblaste, obtenir un neurone ou obtenir des cardiomyocytes. Donc j'insiste sur le fait que dans ce cas-là, on est dans une situation non physiologique, on va exprimer des
masse énorme de ces facteurs de transcription, on va pouvoir en quelque sorte violer toute une série de barrières de restriction. Mais ceci montre effectivement le pouvoir de certaines de ces protéines pour arriver à ce qu'une seule protéine transforme un fibroblaste en un myocyte. Et puis un exemple qu'on va revoir tout à l'heure, c'est un changement au sein de cette différenciation terminale des cellules des cellules du linéage hématopoïétique. Si on parle d'un lymphocyte B, par exemple, par la surexpression forte de CEBP-alpha, on va pouvoir obtenir un macrophage, montrant là encore que ce facteur seul, fortement surexprimé, va pouvoir transformer un lymphocyte B différencié en une cellule macrophagique qui n'a pratiquement rien à voir et rien de commun avec avec ce lymphocyte B. Donc ça, ce sont des expériences ex vivo avec surexpression massive de ces facteurs. On peut même aller plus loin et on peut même réaliser ça in vivo. Et ça, c'est une expérience célèbre due à Walter Gehring, montrant qu'un autre gène maître, le gène PAX6, qui est le gène maître de la différenciation de l'œil dans pratiquement toutes les espèces, eh bien, si on le surexprime cette fois-ci in vivo chez la mouche, on va pouvoir arriver à faire apparaître des yeux sur des structures tout à fait inadéquates. Ici, vous voyez un œil qui apparaît au bout d'une antenne. Et ça, c'est la surexpression ectopique in vivo, cette fois-ci, de PAX6 qui va permettre la formation de cet œil. On peut même également arriver à faire produire des yeux sur des pattes de drosophile si on fait exprimer ce gène au mauvais endroit, soulignant, cette fois-ci dans un contexte in vivo, qu'on peut arriver à changer le destin cellulaire d'une cellule in vivo et faire apparaître de nouvelles structures. Alors, pour servir de transition avec ce dont on va parler ensuite, qui est les rôles avec la réplication de l'ADN, on va parler du rôle de la multiplication cellulaire. Et on sait que dans la reprogrammation cellulaire, dans laquelle, à partir d'une cellule somatique comme un fibroblaste, on va pouvoir obtenir une cellule souche pluripotente, on sait qu'il y a un certain nombre d'étapes qui sont requises. Il y a non seulement un certain nombre de facteurs, on a vu 4 facteurs, mais on sait qu'il y a aussi un certain nombre d'étapes, et en particulier, on sait que ça nécessite de la réplication de l'ADN, ça nécessite de la déméthylation de l'ADN pour enlever des marques épigénétiques qui sont présentes sur l'ADN, et ça nécessite aussi un profond remodelage des protéines histones pour là aussi effacer un certain nombre de marques épigénétiques qui étaient les marques de la différenciation de ce fibroblaste par exemple. Eh bien, à l'inverse, dans les cellules, la transdifférenciation entre cellules hématopoïétiques, donc pour passer d'un lymphocyte B à un macrophage par la surexpression de CEBP-alpha, eh bien, on sait que dans ce cas-là, la réplication de l'ADN n'est pas nécessaire. On peut arriver à faire transdifférencier des cellules qui sont en arrêt de cycle. Et donc, ça montre que ce facteur CEBP-alpha va être capable, en particulier, tout seul, d'effacer les marques épigénétiques qui étaient responsables de la différenciation B pour faire apparaître cette différenciation en macrophage, ceci traduisant peut-être la capacité de CEBP-alpha à agir comme facteur pionnier, que j'ai souligné au début de ce cours, de se fixer directement à une chromatine fermée pour forcer directement l'activation d'un certain nombre de gènes cibles, sans avoir besoin de ce long processus d'effacement des marques épigénétiques. Donc, parlons maintenant, après cette introduction, de l'équilibre entre les marques de différenciation, et la prolifération. Et donc, je vous ai dit dans ce modèle extrêmement schématique de la différenciation hématopoïétique, on a 3 facteurs. On a l'acquisition des marqueurs de différenciation terminale et cette morphologie particulière de ces cellules qui n'ont bien entendu aucune capacité de prolifération ou de pouvoir clonogénique et aucune capacité de prolifération. Et puis on a l'autorenouvellement, donc l'autorenouvellement qui est la marque, qui est la signature
des cellules souches et qu'on ne va trouver bien sûr que dans les cellules souches les plus primitives, celles qu'on appelle les long-term hématopoïétique stem cell. Une seule, encore une fois, de ces cellules est capable d'assurer l'hématopoïèse d'une souris pendant toute sa vie après destruction du système hématopoïétique. Donc ça traduit le fait qu'elle a cet auto-renouvellement. Et puis entre les deux, non représentés ici, en fait, vous avez la prolifération cellulaire, donc la capacité des cellules à se multiplier. Et cette prolifération cellulaire, elle est surtout assurée par ses progéniteurs. Et donc, ces progéniteurs vont pouvoir transitoirement se diviser à une très grande vitesse avant d'être finalement soumis au processus de différenciation pendant lequel le cycle cellulaire va s'arrêter. Et donc, une des choses que j'ai choisi de traiter avec vous cette année, ce sont les relations mécanistiques. Qu'est-ce qu'on sait finalement des relations entre ces deux processus, entre la prolifération rapide qui va être présente chez ces progéniteurs, que ce soit des progéniteurs myéloïdes ou des progéniteurs lymphoïdes, et puis la mécanistique de différenciation de ces cellules contrôlées par des gènes maîtres. Donc les deux vont faire appel finalement à des facteurs de transcription, puisque nous allons le voir dans un instant, le cycle cellulaire est largement contrôlé par des facteurs de transcription, et comme on l'a vu, la différenciation hématopoïétique est également contrôlée par des facteurs de transcription, et on va voir qu'il existe des interférences multiples, bien caractérisées au niveau mécanistique entre ces deux machineries, en particulier dans le système musculaire et le système des neurones. Donc, comme on va le voir, certains liens sont extrêmement clairs et extrêmement directs. On va avoir des interactions protéine-protéine ou des protéines dont l'activation d'une va contrôler la destruction de l'autre, ou des protéines pour lesquelles l'un des facteurs va induire la transcription de l'autre. Néanmoins, comme vous le verrez, ce n'est pas toujours d'une interprétation très simple, parce que, comme très souvent en biologie, cet équilibre entre prolifération et différenciation est quelque chose d'extrêmement délicat, et comme tous les systèmes très délicats, eh bien, il va y avoir beaucoup de redondance. Et donc, dans l'exemple du muscle qu'on va voir dans un instant, il y a des systèmes en parallèle qui vont agir simultanément, et donc suivant l'espèce animale, suivant le stade de différenciation, un système peut être dominant par rapport à l'autre. Et il y a aussi énormément de rétrocontrôle, il y a des boucles de rétrocontrôle positifs ou négatifs pour assurer l'équilibre entre ces deux systèmes. Néanmoins, on va marquer une pause de quelques minutes pour me permettre de boire un petit peu, et ensuite on va voir au niveau mécanistique comment ça se passe, mais il y a un certain nombre de liens tout à fait clairs qui ont été décrits dans ces 20 dernières années, et ces liens ne sont pas sans rapport avec le développement de certains cancers ou avec l'intervention thérapeutique qu'on peut avoir par des thérapeutiques de différenciation, comme nous le verrons dans les cours prochains. Bon, donc recommençons avec quelques généralités sur le contrôle de la prolifération cellulaire, qui revient en fait à décrire ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Et donc ce cycle cellulaire va décrire les différentes phases qui vont permettre la duplication d'une cellule à travers la duplication de son matériel génétique, c'est-à-dire de ses chromosomes. Et donc on a décrit depuis déjà de nombreuses années un certain nombre de phases. Une phase qu'on appelle la phase G1, qui peut être une phase de repos, dans laquelle le génome est présent à une copie. Et puis, il va y avoir ensuite une phase de synthèse à la fois d'ADN, mais aussi synthèse de protéines, dans laquelle, en fait, la cellule va préparer sa division. Et le moyen pour elle de préparer sa division, bien entendu, ça va être de dupliquer son matériel génétique et puis aussi de synthétiser des protéines de manière à pouvoir fabriquer deux cellules filles. Et donc, on va avoir dans cette phase S une phase active de synthèse d'ADN dans laquelle un brin va servir de matrice pour servir à avoir deux brins et donc à la fin une duplication des chromosomes. Ensuite, on va avoir une phase en général courte qu'on appelle la phase G2, dans laquelle le matériel génétique a été dupliqué, donc tous les chromosomes ont été dupliqués, qui correspond en fait à une phase de contrôle de qualité, pour vérifier que ces chromosomes ont bien été dupliqués, qu'ils ne sont pas cassés, qu'il y a suffisamment de
protéines synthétisées et de membranes synthétisées pour pouvoir faire 2 cellules filles. Et puis ensuite, il va y avoir une opération complexe qui est la division cellulaire par elle-même, ce qu'on appelle la phase de mitose. Et donc dans cette phase de mitose, on va pouvoir séparer cette grosse cellule qui a un double matériel génétique en 2 cellules filles, chacune des cellules filles récupérant la moitié du matériel génétique, pour former ensuite 2 cellules filles qui vont chacune avoir récupéré une partie des membranes, une partie des protéines et surtout la moitié du génome et la moitié du génome correctement dupliqué, parce que c'est ça la chose critique. Et donc vous comprenez tout de suite que dans ce cycle cellulaire, il va y avoir 2 phases absolument critiques, qu'on appelle 2 points de contrôle. La première phase, elle se situe ici, c'est la décision de dupliquer. C'est la décision de commencer la synthèse d'ADN, ce qui est évidemment une décision absolument fondamentale qu'on appelle le point de contrôle G1S, et dans lequel, par des cascades biochimiques qui sont relativement bien connues, qu'on va détailler tout de suite, qui font appel à des phosphorylations et à un facteur de transcription, il va y avoir là un point où la cellule dit « j'y vais, je commence à synthétiser de l'ADN », et une fois qu'elle a commencé à synthétiser de l'ADN, la phase S est lancée et on ne peut plus l'arrêter. Et puis il y a un deuxième point de contrôle, c'est le point de contrôle en fait, du contrôle de qualité. C'est la cellule en G2 qui dit au fond tout va bien, mes chromosomes sont bien dupliqués, ils n'ont pas fait de nœud, il n'y a pas de trou, il y a suffisamment de protéines, je vais pouvoir lancer le processus de division, et ce processus de division va pouvoir se faire de manière normale. Et en fait, ces deux points sont sous le contrôle d'une machinerie extrêmement fine, assez complexe, et qui fait appel pour le point de contrôle G1S à une facteur de transcription, en fait une famille de facteurs de transcription, parce qu'il y en a plusieurs, qu'on appelle la famille E2F. Et dans cette famille E2F, on va activer un certain nombre de gènes cibles. Une toute petite partie de ces gènes cibles est représentée ici. Et ces gènes cibles de E2F sont effectivement tous les gènes qui vont permettre la synthèse en particulier de nucléotides, avec la DNA polymérase qui va permettre de répliquer l'ADN, toutes les enzymes qui vont permettre de fabriquer des nucléotides, les cyclines, on va voir dans un instant ce que c'est, d'autres membres de la famille E2F, on a vu que c'était une famille, et puis des gènes, en particulier le gène sémique, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, sémique qui est un facteur de transcription essentiel en particulier pour la synthèse des ribosomes, parce que quand il faut commencer à synthétiser beaucoup de protéines, il faut qu'il y ait beaucoup de ribosomes, et donc ça c'est assuré par, entre autres, la forte induction de sémique. Donc, quand E2F est actif, eh bien, on va lancer la synthèse d'ADN. Et d'ailleurs, des expériences anciennes et très élégantes ont montré qu'il suffit de transfecter la protéine E2F dans une cellule quiescente. Cette cellule quiescente, exprimant E2F, va sortir de sa quiescence et elle va se mettre à synthétiser de l'ADN, éventuellement de manière un peu anarchique, mais ça va suffire à lancer le processus. Alors, vous imaginez bien qu'un système aussi compliqué, aussi critique pour la vie que la décision de se diviser ou pas va être sujet à de multiples contrôles et de multiples rétrocontrôles. Et donc, cette protéine E2F qui est responsable du franchissement, vous voyez, de ce point de contrôle, ce point de checkpoint, ici, va être régulée par plein de choses. Et elle va être en particulier régulée par une protéine qui est la protéine RB, le rétinoblastome, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est capable qui agit à la fois comme inhibiteur, répresseur de l'activité de E2F, c'est-à-dire qu'il va se coller sur E2F et empêcher son action, et puis même également comme éponge, il va tout simplement fixer E2F et l'empêcher d'aller sur l'ADN en le séquestrant. Donc ça vous explique que RB est une protéine absolument essentielle, qu'elle est impliquée dans le contrôle du cycle cellulaire, on l'a déjà dit. Elle est impliquée aussi dans des maladies génétiques, dans le rétinoblastome dans sa forme familiale, où un des 2 allèles d'RB est perdu. Et c'est une protéine absolument essentielle à la différenciation et au contrôle du cycle. Alors, encore une fois, cette interaction
entre E2F et RB est tellement importante qu'elle doit être régulée par de très nombreux facteurs. Et les facteurs qui vont assurer la liaison entre RB et E2F, c'est l'état de phosphorylation de RB. Et cette protéine RB va être phosphorylée par des complexes, qui sont les complexes de régulation du cycle cellulaire, qui font appel à deux sous-unités. Une sous-unité catalytique, celle qui va assurer la phosphorylation elle-même, qui s'appelle les CDK, pour Cyclin Dependent Kinase. Et ces CDK vont devenir actives quand elles se lient à une sous-unité régulatrice qui s'appelle une cycline. Et on connaît donc de très nombreuses CDK et de très nombreuses cyclines qui vont être impliquées dans différents types de régulation du cycle cellulaire. Alors, sans entrer dans les détails parce que c'est très compliqué, on connaît un premier complexe qui est le complexe CDK4 ou CDK6 et cycline D1, et c'est lui qui est vraiment responsable du passage du point de contrôle. Donc lui va dire, si on a beaucoup de cycline D1 et beaucoup de CDK, eh bien, la cellule va dire on y va, donc on phosphoryle RB, on libère E2F et on commence à synthétiser l'ADN. Et puis il y a un deuxième système qui arrive juste derrière, qui est le complexe CDK2 cycline E, qui lui va permettre d'amplifier ce cycle cellulaire qui a été initié par le couple CDK4 cycline D1. Et puis, on n'entrera pas beaucoup cette année là-dedans, il y a un deuxième complexe qui est le complexe CDK1 cycline B, qui lui va être responsable de l'entrée en mitose. Et là encore, c'est la conjonction d'une sous-unité catalytique qui est CDK1 et d'une sous-unité régulatrice qui est la cycline B1 qui va être responsable du franchissement de la décision de rentrer en mitose. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on appelle ça des cyclines ? Eh bien, on appelle ça des cyclines parce qu'en fait, ce sont des protéines dont l'abondance est extrêmement régulée. Et en fait, elles vont être détruites, elles vont être synthétisées et détruites de manière cyclique pendant le cycle cellulaire. Et c'est comme ça, en fait, qu'elles ont été découvertes, simplement en regardant dans des cellules qui étaient en prolifération rapide, des protéines qui montaient et qui descendaient. On a découvert les cyclines et on a compris après que c'est elles qui, en fait, réglaient le cycle cellulaire. Et ces cyclines vont être la cible de nombreuses régulations. Régulation transcriptionnelle, par exemple. La cycline D1 est bien connue pour être induite par des facteurs de croissance et également induite par E2F. Donc, quand une cellule veut se mettre à proliférer, elle va synthétiser de la cycline D1. Donc, les facteurs de croissance vont l'induire. Également, on connaît des pathologies dans lesquelles la cycline D1 est surexprimée du fait d'une translocation chromosomique et il y a des anomalies génétiques qui vont directement toucher la stabilité de ces cyclines. Et puis, il va également y avoir une régulation par cet aspect cyclique de l'abondance de ces protéines va être régulé en fait par des complexes de destruction, des complexes d'ubiquitine ligase qui vont de manière cyclique dans le cycle induire la dégradation de ces protéines. Et donc on a mentionné là ici le système SCF avec la sous-unité FBW7 qui est responsable de la destruction de la cycline E et également le complexe APC qui va être responsable de la destruction de la cycline D. Bon, donc on a une régulation par la synthèse, une régulation par la destruction, et puis on a également une régulation par des inhibiteurs. Et on connaît toute une famille d'inhibiteurs, on va en reparler, qui vont être eux-mêmes sous la dépendance de facteurs de transcription, et en particulier de facteurs de différenciation capables d'induire la différenciation et qui vont bloquer l'activité du complexe. Donc le complexe sera présent, on aura la sous-unité catalytique, la sous-unité régulatrice, mais en fait la présence de ces inhibiteurs protéiques va bloquer la fonction et donc va arrêter le cycle cellulaire. Et on en connaît au moins deux grandes familles, la famille INK et la famille CYP, qui vont bloquer respectivement le complexe cycline D CDK4 et le complexe cycline E CDK2. Donc, des facteurs qui induisent la différenciation, qui induisent de l'arrêt de cycle, comme par exemple P53, une des cibles classiques de P53 dont on a parlé une des années précédentes, c'est bien sûr P21, et donc c'est comme ça que P21 va arrêter le cycle. Alors, on distingue
plusieurs types d'arrêt de cycle, on distingue finalement la quiescence. Donc la quiescence, c'est une cellule qui est normale, mais qui à un moment donné s'est arrêtée. Par exemple, voilà, une cellule souche pluripotente, on sait qu'elle va avoir très très peu de division dans sa vie. Pour certaines de ces cellules qui ont été très étudiées chez la souris, on sait que les cellules souches hématopoïétiques les plus en amont du système vont se diviser probablement 4 fois dans la vie d'une souris. Peut-être une fois tous les 6 mois. Donc une division tous les 6 mois. Ça veut dire qu'elles vont rester en arrêt de cycle pendant très longtemps. Et cet arrêt de cycle réversible est associé évidemment à un métabolisme minimal. Elles vont juste faire la quantité d'énergie dont elles ont besoin pour ne pas mourir, puisqu'elles n'ont pas de synthèse à faire. Et puis, elles vont être maintenues en particulier par des inhibiteurs de CDK comme P27. Et on connaît certains des systèmes qui sont capables de les sortir de cette quiescence, et en particulier une protéine qui s'appelle HES5, qui est une cible d'aval de la voie Notch et qui va être capable de réprimer CD27. Et donc, quand on active la voie Notch, on va inhiber la production de CD27 et donc la cellule va se remettre, elle va rentrer dans le cycle et se remettre à proliférer. Alors, ceci est différent de ce qui se passe, par exemple, dans des cellules sénescentes. Et dans une cellule sénescente, qui est une cellule qui est normalement amenée à disparaître, là, l'arrêt de cycle est irréversible. Et l'arrêt de cycle est irréversible par l'expression conjointe de deux types d'inhibiteurs, l'expression à la fois de la famille CYP comme P21 et de la famille INK comme P16. Et l'expression très forte de cet inhibiteur va conduire à des modifications de la chromatine destinées en fait à rendre irréversible cet arrêt de cycle, comme la formation de gros paquets d'hétérochromatine qu'on appelle les senescence associated heterochromatic foci, des dommages à l'ADN qui vont donc activer les voies de réparation de l'ADN, et puis d'autres signes métaboliques comme la formation de stress oxydant, des activités enzymatiques comme certaines bêta-galles qui arrivent, et puis également une signature de protéines sécrétées qui en fait vont être des protéines qui vont essayer de recruter le système humain de manière à éliminer ces cellules sénescentes. Et vous savez probablement que ce mécanisme de sénescence est une des bases du vieillissement physiologique. C'est que le vieillissement physiologique, c'est une amplification de ce processus de sénescence, augmentation d'ailleurs qui est elle-même fortement augmentée par la sécrétion de ces facteurs qui vont en fait créer des boucles d'activation positive pour augmenter la sénescence. Bon. Alors, donc ça c'est le b.a.-ba, disons, du contrôle du cycle cellulaire. Comment est-ce que maintenant on va aller plus loin? Et pour ça, on va rapidement évoquer deux modèles qui ont été extrêmement étudiés dans la littérature dans ces 20 dernières années. Un premier modèle, c'est le système musculaire, avec ce facteur MyoD dont on a déjà parlé. Donc, MyoD qui est capable finalement de forcer un destin musculaire à n'importe quelle cellule, puisque même si on prend un fibroblaste, qu'on l'inonde de MyoD, il va devenir un muscle. Et donc, si on parle de cellules souches, on va avoir deux phases finalement. On part donc d'une cellule souche qui prolifère peu ou pas. On va avoir une expression de MyoD et puis d'un autre facteur de la même famille qui s'appelle MIF5. On va avoir des myoblastes, donc des progéniteurs cette fois-ci, qui ont acquis une signature qui dit qu'ils vont faire du muscle, qui eux vont se mettre à proliférer beaucoup. Et puis l'action continue de MyoD et d'autres facteurs comme la myogénine ou MRFA va finalement faire diminuer le cycle, induire la différenciation terminale, la fusion de toutes ces cellules et l'arrêt définitif du cycle. Alors comment est-ce que ça se passe au niveau moléculaire? Eh bien, on avait pu montrer il y a déjà assez longtemps que dans des modèles de différenciation en tissu, en culture de tissu, donc ex vivo, si on surexprime certains facteurs comme la cycline D1, eh bien cette surexpression de la cycline D1 qui va donc induire la prolifération, induire le cycle cellulaire, eh bien, va retarder ou bloquer complètement
la différenciation musculaire. Et en fait, des expériences que je ne décrirai pas montraient que ceci était en fait indépendant de l'effet sur RB, donc indépendant du contrôle du cycle cellulaire lui-même. C'est donc une autre fonction que la fonction de contrôle du cycle cellulaire de la cycline D1. Et donc, certains travaux ont rapporté la formation de complexes directs, complexes entre MyoD et le complexe cycline D1 CDK4. Et donc, on a une situation assez classique dans lesquelles deux protéines qui ont des effets antagonistes vont se lier l'une à l'autre, et en se liant l'une à l'autre, elles vont s'inactiver l'une l'autre. Il a également été montré que ce complexe cycline D1 CDK4 est capable de phosphoryler un partenaire de MyoD qui s'appelle MEF2, pardon, et de bloquer son activité. Et puis également, toujours MyoD va être phosphorylé par un autre complexe, cette fois-ci par le second complexe dans le temps, le complexe cycline CDK2, et la phosphorylation de MyoD par ce complexe va conduire à sa dégradation. Donc là, on a une relation directe, vous voyez, dans laquelle un cycle cellulaire qui tourne finalement, une cellule qui est en phase de prolifération, qui va être tentée à un moment donné, parce qu'il y a un peu de MyoD, de prendre un destin musculaire, eh bien, la machinerie du cycle cellulaire va dégrader MyoD de manière à ce que la prolifération continue et qu'on reste à ce stade plutôt que d'aller jusqu'au stade de différenciation terminale. Alors ça peut être représenté par ce schéma dans lequel on a ses progéniteurs, la cellule souche, début d'action de MyoD qui permet d'aller au myoblaste, mais le complexe cycline D1 CDK4 qui, s'il est toujours actif, va bloquer l'action de ce complexe et empêcher finalement la différenciation jusqu'au stade de myotube qui a cessé de proliférer. Alors ça, c'est des expériences qui ont été réalisées sur des cultures cellulaires, donc ex vivo, donc évidemment qui sont toujours sujettes à caution parce qu'on n'est pas du tout dans un contexte d'un organisme et c'est des expériences dans lesquelles il peut y avoir toutes sortes d'artefacts, mais in vivo, en fait, c'est la même chose. Et il a été montré que MyoD est également capable d'induire l'expression d'un certain nombre d'inhibiteurs de CDK, et en particulier P21 et P57, dont on a déjà parlé. Donc on va avoir cette fois-ci non pas la dégradation du facteur de différenciation par le cycle, mais quand le facteur de différenciation, quand MyoD est suffisamment puissant, c'est lui qui va arrêter le cycle. Il va arrêter le cycle en induisant directement des inhibiteurs P57 et P21. Et il y a encore un rétrocontrôle positif, puisque une fois que P57 a été induit, il va stabiliser lui-même MyoD. Et donc on a un rétrocontrôle positif qui, cette fois-ci, va forcer l'arrêt de cycle pour aller dans le sens d'une augmentation de la différenciation. Et donc, une expérience extrêmement élégante qui a été publiée il y a une vingtaine d'années montrait que si effectivement chez la souris, par manipulation génétique, dans le muscle, on va exciser les gènes P57 et P21. Donc si on enlève ces régulateurs négatifs du cycle cellulaire, eh bien, on va avoir une interférence in vivo avec la différenciation musculaire, et on ne va pas avoir de différenciation musculaire terminale parce qu'on n'a pas permis à la cellule d'arrêter son cycle. Et puis, il y a également des travaux qui ont montré que les systèmes de dégradation des cyclines, comme par exemple le complexe APC, étaient également capables de moduler l'abondance de facteurs de différenciation par la dégradation directe. Alors, les modèles qui avaient été proposés dans cet important papier de Genes and Development était le modèle suivant, dans lequel donc, on a des cellules souches, des progéniteurs, on a l'action combinée de MyoD et de MIF5 qui va donner ces myoblastes. On va commencer à induire la différenciation. Dans ce cadre de l'induction de cette différenciation, on va induire P57 et P21 et qui vont bloquer le cycle et permettre donc de faciliter la différenciation terminale vers ces cellules musculaires plus capables de se reproduire. Mais dans cette expérience en fait, qui ne rapportait que l'excision de ces deux gènes, les auteurs proposent un autre modèle qui n'est pas tout à fait le même, dans lequel cette fois-ci les myoblastes vont être également
être soumis à un arrêt de cycle grâce à l'induction de P21 et P57, cette induction étant induite par d'autres facteurs, par des facteurs de différenciation, pas nécessairement par l'action de MyoD comme dans le premier modèle, mais quoi qu'il en soit, la conclusion est quand même la même, c'est-à-dire qu'on a un antagonisme fonctionnel in vivo entre la voie de différenciation et la voie de contrôle du cycle cellulaire. Alors essentiellement, les mêmes observations ont été rapportées dans un autre modèle qui est le modèle de la neurogénèse. Et là encore, il y a des interactions directes entre des protéines clés de la différenciation et les complexes CDK. Par exemple, il a été rapporté que la neurogénine, qui est dans le cas de la différenciation des cellules souches neurales un gène extrêmement important, va être phosphorylé par de très nombreux complexes CDK cyclines. Et de manière intéressante, la phosphorylation de ce gène maître, cette fois-ci, va bloquer la liaison à l'ADN. Donc, ce n'est pas comme dans le cas de la famille MyoD où on allait induire la dégradation. Ici, la protéine est toujours présente, mais elle est incapable de se lier à l'ADN. Et donc, étant incapable de se lier à l'ADN, bien sûr, elle ne va pas avoir sa fonction prodiférenciante. Et effectivement, une forte preuve que cette phosphorylation est importante dans le contexte d'une cellule, c'est que si l'on mute ces sites de phosphorylation par ces complexes CDK, eh bien, à ce moment-là, on va accélérer la neurogénèse parce qu'on n'aura plus ce rétrocontrôle négatif de la phosphorylation par les complexes cyclines CDK sur la neurogénèse. Et puis, un groupe d'expériences que je ne vais pas détailler, mais que je vous rapporte l'existence, et qui montre que ce mécanisme existe dans la vraie vie, c'est que si chez la souris maintenant in vivo, on fait des modifications génétiques qui vont moduler la longueur de la phase G1, si par exemple on surexprime ou au contraire on inactive des cyclines comme la cycline D1 ou la cycline E, eh bien on va profondément modifier la différenciation neurale in vivo, c'est-à-dire que l'équilibre entre les différentes populations neuronales, l'équilibre entre les neurones différencier les astrocytes et les progéniteurs va être profondément perturbé par le fait qu'on a perturbé la machinerie de contrôle du cycle cellulaire. Et donc ceci vous est représenté par ce petit schéma. Donc la neurogénine va être phosphorylée par ce complexe cycline CDK et ceci va bloquer sa fonction et donc bloquer la différenciation neuronale, traduisant finalement quelque chose que les biologistes du développement savaient depuis très longtemps, c'est qu'il y a quand même une certaine réciprocité entre les processus in vivo de différenciation et les processus d'arrêt de cycle, c'est-à-dire qu'essentiellement une population de cellules qui est en train de se différencier va ralentir son cycle cellulaire ou va l'arrêter et vice-versa. Alors, juste un mot encore sur le rétinoblastome. Rétinoblastome dont on a déjà touché un mot. Donc, il a bien sûr des effets absolument majeurs sur le cycle cellulaire parce que la famille RB, en fait, il y a plusieurs membres de cette famille, mais la famille RB va assurer le contrôle du facteur de transcription E2F. Et la surexpression de RB va assurer le contrôle des effets transcriptionnels de très nombreux gènes maîtres de différenciation par des mécanismes qui sont extrêmement variés, qui peuvent être du contact direct ou qui peuvent être aussi de la titration des partenaires. Je vous ai dit que la protéine rétinoblastome est une protéine très abondante dans le noyau qui est capable de lier de très nombreuses autres protéines et donc elle va servir finalement d'éponge. Et c'est une éponge qui va permettre de titrer un certain nombre de corégulateurs, de répresseurs ou d'activateurs de la transcription. Et en faisant ça, on va donc moduler la cinétique et le type de différenciation. Et un papier tout à fait remarquable que je me permets de vous citer, qui est sorti dans Science il y a quelques années, montrait que l'absence de RB va permettre parfois la division de certaines cellules
et peut-être une des cellules qu'on peut imaginer la plus différenciée, qui sont les cils de l'oreille interne, les cils qui vont jouer dans l'oreille interne, qui vont capter les mouvements, donc une cellule extraordinairement différenciée. Eh bien, si cette cellule n'a plus de RB, elle va commencer à se diviser. Et donc, on arrive à contrôler même à des stades les plus terminaux de la différenciation, quand toute une morphologie, une fonction a été mise en place. S'il n'y a pas RB, on peut encore avoir une machinerie de division cellulaire qui est activable et qui va permettre la multiplication de certaines de ces cellules. Alors, peut-être pour finir sur ces généralités, je vous ai montré un certain nombre d'exemples d'inhibition réciproque entre l'activité de contrôle transcriptionnel à la différenciation et le contrôle du cycle cellulaire. Il y a un certain nombre d'études de structure-fonction qui ont été faites. L'une d'entre elles est sur cette protéine CBP-alpha dont on a déjà parlé, qui est donc un gène maître de la différenciation dans le tissu hématopoïétique, mais pas seulement. C'est aussi un gène maître de la différenciation du foie, des hépatocytes, et également des adipocytes, du tissu graisseux. Et donc, dans le cas de CBP-alpha et dans le cas du système hématopoïétique, on sait qu'il y a une liaison directe entre ce facteur de transcription et cette fois-ci directement E2F. Donc là, c'est vraiment le modèle parfait d'interaction directe entre les deux facteurs de transcription avec inhibition réciproque de l'activité de l'un et de l'autre. Et donc, des auteurs, les bases moléculaires sont connues, c'est-à-dire qu'on connaît exactement les domaines de la protéine qui est responsable de la liaison E2F. Et donc, il y a des expériences qui ont été faites avec un mutant de CBP-alpha qui ne se lie plus à E2F, qui est donc plus capable d'inhiber le cycle cellulaire, mais qui est toujours capable, par contre, d'activer les gènes de différenciation. Donc tout le programme de différenciation qui va être l'acquisition de ces nouveaux gènes permettant la différenciation jusqu'au stade de granuleux, ces gènes-là sont toujours activables, mais par contre, le cycle cellulaire n'est plus freinable. Et pour avoir les réponses à ce genre de questions, bien sûr, il faut passer in vivo. Et donc, dans ce travail publié dans Cell il y a presque 20 ans, les auteurs ont en fait rajouté un certain nombre de copies du gène porteur de la mutation. Donc, ils ont progressivement surexprimé une forme de CBP-alpha qui n'est plus capable d'inhiber l'activité E2F. Et ce qu'ils ont regardé, en fait, là, c'est la différenciation du tissu graisseux, FP pour fat pad. Et vous voyez que ce tissu graisseux péri-ovarien, en fait, il disparaît complètement au fur et à mesure qu'on augmente l'expression de ce gène, CBP-alpha mutant, montrant bien donc que dans cette espèce d'effet de miroir, si vous voulez, qui va être l'inhibition du cycle cellulaire et l'induction des gènes de différenciation, eh bien, in vivo, et au moins dans ce modèle de différenciation du tissu adipeux, l'inhibition du cycle cellulaire est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, quand on regarde maintenant chez ces animaux le sang, eh bien, on voit, à vrai dire, la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir progressivement une disparition des cellules différenciées. Donc ça, c'est des cellules qui portent des marqueurs de différenciation des granuleux, des polynucléaires neutrophiles, une des cellules différenciées terminalement dans le sang. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente la charge de ce gène porteur de cette mutation, eh bien, les éléments de différenciation terminale disparaissent complètement chez la souris. Donc, encore une fois, ça traduit le fait que l'inhibition du cycle cellulaire est indispensable à l'acquisition de la différenciation terminale, même quand les gènes de différenciation peuvent encore être impliqués, induits par ce système. Et en allant plus loin, ces mêmes auteurs, en fait, ont, quelques années après, montré que si on laisse ces souris vieillir, parce que vous savez, les souris, quand on a des souris compliquées comme ça, on les regarde, et une fois qu'on a vu ce qu'on veut voir, ben parfois on les sacrifie, et puis parfois on les laisse vieillir, et c'est en l'occurrence une assez bonne idée, parce que quand on les laisse vieillir, on s'aperçoit que cette souris, finalement, développe un état préleucémique. Elle développe un état préleucémique. Alors on peut se dire, au fond,
c'est normal, on a simplement un effet dominant négatif de ce gène mutant sur le gène normal, et vous nous avez dit que, par exemple, dans le modèle RUNX1, dans les fusions RUNX1 et tau, il suffit d'avoir cet effet dominant négatif pour avoir la leucémie. Sauf que là, ce n'est pas seulement l'effet dominant négatif, puisqu'en l'occurrence, CEBP-alpha, je vous ai dit que son excision bloquait complètement la différenciation, mais l'excision totale ne donne jamais de leucémie. Donc on bloque la différenciation, mais il n'y a pas de leucémie, alors qu'avec ce mutant ponctuel, on peut obtenir un état pré-leucémique. Et ce que ça souligne, c'est que dans un contexte in vivo, finalement, l'expression de ce mutant est capable de donner un certain nombre d'informations qui vont permettre à la cellule d'arriver à un état de différenciation intermédiaire dans lequel elle est capable de proliférer. Donc elle est capable de proliférer, sauf qu'habituellement elle est capable de proliférer, mais on l'empêche de proliférer parce qu'on bloque E2F, et que donc si on perd cette capacité de bloquer E2F, eh bien, on va avoir une véritable induction de la prolifération et un état préleucémique. Et ceci souligne donc le rôle absolument essentiel de ce facteur de différenciation dans le contrôle direct du cycle cellulaire, en plus de l'induction des gènes de différenciation. Alors, donc ce que j'ai cherché à illustrer aujourd'hui, au fond, c'est la partie haute de ce schéma. La partie haute de ce schéma, c'est-à-dire la régulation de la prolifération avec tout ce qui concerne les régulateurs du cycle cellulaire et en particulier les couples CDK-cycline, les facteurs de différenciation dont MyoD est le prototype, et puis toute cette interconnexion, toutes ces interrelations avec ces inhibitions croisées, l'induction des inhibiteurs par MyoD, la répression de MyoD par les complexes CDK activés. Donc ça, c'est assez clair, mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est au fond encore soumis à l'action de tous les répresseurs et régulateurs épigénétiques, puisque tous ces facteurs de transcription, que ce soit MyoD ou E2F, vont eux-mêmes être sous la dépendance des acteurs habituels de modification de l'épigénétique. Et je vous rappelle donc ce que je vous ai montré au départ, que les structures chromatiniennes, même au niveau morphologique, sont profondément différentes entre les différents stades de différenciation, avec la répression épigénétique maximale qu'on peut voir dans des cellules différenciées, et puis au contraire, une accessibilité maximale dans les progéniteurs. Et donc, ceci pour vous rappeler que toute cette régulation de l'expression génétique doit encore être vue sous l'angle des complexes qui vont réguler l'ouverture de la chromatine et la régulation des histones dont on a parlé les années précédentes, et en particulier ce complexe polycombe qui va permettre de mettre des marques de méthylation sur des positions critiques des histones qui vont permettre la compaction de la chromatine par le recrutement d'un certain nombre de complexes de répression, et inversement, le complexe d'effacement de ces marques, le complexe trithorax, qui va au contraire mettre des marques qui sont maintenant des marques activatrices et permettre l'ouverture des gènes. Et je vous rappelle que ces deux complexes sont des complexes dont les membres vont être fréquemment ciblés par des translocations, par des mutations dans les processus de cancérisation, que ce soit dans la leucémie ou dans d'autres. Et la même chose est vraie pour l'acétylation des histones, avec là aussi des complexes, des histones acétyltransférases ou des histones désacétylases qui vont modifier donc ces marques épigénétiques sur les histones, contrôlant donc l'ouverture des gènes. Et là encore, je vous rappelle que ces complexes sont très fréquemment ciblés par des mutations activatrices ou inhibitrices dans les cancers. Et puis peut-être encore un dernier mot sur l'épigénétique pour dire qu'on sait depuis quelques années que ces histones ne sont pas seulement des cibles de modifications épigénétiques apportées par les complexes qu'on vient de mentionner, mais qu'il y a carrément des mutations de certaines de ces histones, et de manière non surprenante, ces mutations vont survenir précisément sur les résidus qui sont modifiés par ces enzymes, et donc par ces mutations, on va pouvoir finalement mimer la perte, par exemple, de l'expression de polycombe, et ces mutations, en particulier dans certaines formes de tumeurs cérébrales, sont des mutations initiatrices qui vont contrôler la différenciation. Et donc, pour conclure ce premier cours, je voudrais vous dire qu'il existe un couplage extrêmement étroit
entre différenciation et cycle cellulaire pour des cellules normales, que les bases moléculaires de ces couplages sont multiples, avec de la lésion directe, de la phosphorylation, de la dégradation, des inhibitions fonctionnelles, toutes sortes de rétrocontrôles positifs ou négatifs sur l'expression, et que la perturbation de ce couplage va induire des anomalies dans le développement normal, et que des défauts de ce couplage entre différenciation et prolifération va être anormal dans de très nombreux cancers du fait de mutations ou d'altérations dans les régulateurs, soit du cycle cellulaire, soit des gènes maîtres qui vont contrôler l'expression des cascades de différenciation. Donc, ça, c'est le modèle sur lequel on a travaillé pendant 30 ans. Et puis, ce que je vous montrerai dans le prochain cours, c'est qu'en fait, les choses sont un peu plus compliquées. Les choses sont un peu plus compliquées, et que, comme toujours, et que, entre autres, par l'étude des cellules souches embryonnaires, des cellules ES, on s'est aperçu que la notion de cycle cellulaire qui, dans les cellules ES, on va appeler la pluripotence, et que la pluripotence, c'est le contrôle de la pluripotence et puis le contrôle de la différenciation, en fait, font appel à des réseaux complètement différents. Et ces réseaux de gènes ne sont en particulier pas activés dans les mêmes phases du cycle cellulaire, et des travaux récents, et dont l'un des auteurs d'ailleurs participera au séminaire de la chaire qui sera le 14 juin. Donc l'un des auteurs de ces travaux a pu montrer qu'en fond, dans les cellules de souche embryonnaire, la différenciation va partir pendant la phase S. La différenciation va, pendant la phase G1, la phase J1 qui est très courte, va être une petite fenêtre dans laquelle les cellules vont pouvoir se différencier, alors qu'à l'inverse, quand on est en phase de synthèse cellulaire, en phase S, au contraire, là, c'est la pluripotence qui est conservée. Et donc, dans la situation de ces cellules souches, on a vraiment une profonde dissociation entre le mécanisme d'induction de la différenciation et le mécanisme de maintien de la pluripotence qui est directement vissé dans le cœur du cycle cellulaire, avec une petite fenêtre où on peut sortir et une longue fenêtre, au contraire, où on est bloqué dans la situation d'auto-renouvellement, de pluripotence. Et ça, on en parlera lundi prochain. Merci beaucoup.